Merci beaucoup. Nous sommes de retour après Madame Clarisse Bachala, coach et conseillère en images de marque, qui est déjà partie. Cette fois-ci, nous allons recevoir d'autres personnes qui sont dans un domaine très prolifique pour la République démocratique du Congo. Ils sont dans cette organisation dénommée Dynamique pour un Congo meilleur. Un Congo meilleur, comme l'a toujours dit Jean-Marie Kassamba, parmi les bons, il faut être meilleur. Et ils sont pour un Congo meilleur. Je reçois Madame Patricia Kalala, qui est vice-coordonnatrice nationale de la Dynamique pour un Congo meilleur, DPSM en sigle. Patricia Kalala, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Patricia Kalala, très jeune, mais déjà dans des mouvements associatifs avec ces dynamiques pour un Congo meilleur. Ça existe depuis quand, Dynamique? Depuis novembre 2017. Depuis novembre 2017. Oui. Excusez-moi, mais je suis tenté de vous poser la question. Novembre 2017, vous avez quel âge? Mais vous ne répondez pas. Cette fois-ci, vous êtes accompagné par un monsieur qui a les allures de l'américain, des noirs américains, avec ses lunettes. Il s'appelle monsieur Jordi Mbaki. Jordi Mbaki, bienvenue. Vous êtes ingénieur en pétrole, gaz et énergie renouvelable. Oui. Chargé de la planification, projet et stratégie. Oui. Waouh. Beaucoup de choses comme ça. Vraiment. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Dis-nous, la DPCM, c'est quoi l'objectif? En fait, la DPCM, nous sommes un mouvement citoyen, politique indépendant. Comme le dit notre l'intitulé de notre structure, nous œuvrons pour un Congo meilleur. Nous croyons que le Congo a tous les atouts pour être meilleur et pour ça, nous, en tant que citoyens congolais, nous œuvrons afin de rendre ces rêves encore réalistes, ces rêves puissent se réaliser. Alors, vous œuvrez pour un Congo meilleur. Qu'est-ce que vous faites pour atteindre cet objectif? Ok, merci beaucoup, monsieur, pour la parole. Je crois que par rapport à cette question, je laisserai madame... Vous êtes très modeste, vous accordez la parole à madame Patricia. Kalala, Patricia, vice-coordonnatrice nationale, au risque d'avoir des sanctions. Non, voilà. C'est juste que vous voulez bien qu'elle parle de ça. Alors, Patricia Kalala, parlez-nous des objectifs de votre dynamique. Je vais commencer par les débuts. Nous avons commencé en 2017, comme je l'ai dit avant. On a une coordination dirigée par monsieur le coordonnateur national, dirigée par monsieur Ulysse Kimweme Somiaïka, qu'on salue en passant. Et puis nous avons deux vice-coordons, moi qui suis la première vice-coordonnatrice et monsieur Bonheur Ipamakwei. On a un secrétaire général. Nous sommes implantés sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, à l'Équateur, dans le Grand Bandundu, au Congo central, et nous avons aussi un bureau aux États-Unis, précisément à Chicago. Nous saluons aussi notre représentant qui est ici, M. Xavier Malangwa, qui est présentement à Kinshasa. Alors. Bon. Et puis après, pour la petite histoire, nous avons plus travaillé dans les provinces. Ça fait cela 7 mois qu'on est maintenant à Kinshasa pour travailler avec des activités un peu plus concrètes ici à Kinshasa. On avait commencé en 2017 avec la sensibilisation pour qu'à ce que les enfants aillent à l'école. Les enfants cireurs, vendeurs de cacahuètes dans la rue, c'était précisément à Inongo. C'est là-bas qu'on avait commencé. Et grâce à Dieu, quand le président de la République a accédé au pouvoir avec le projet de la gratuité, ces enfants-là qui nous... En fait, on prenait en charge certains de ces enfants parce qu'il fallait payer les frais, qui voulaient aller à l'école. Donc, on prenait, avec nos moyens, nos cotisations, les legs des membres, on faisait à ce que certains enfants qu'on puisse scolariser une partie. Mais
quand le projet de la gratuité a vu le jour, du coup, on les a encore motivés parce que, je vais ouvrir une parenthèse par là, notre vision d'abord c'est l'éveil patriotique. Qu'on soit opposant, qu'on soit parti au pouvoir, c'est l'amour du pays qui doit primer. On a vu certains de nos opposants, sans le savoir, passer à la télé, dire des propos. Il y a des enfants, moi j'ai eu à rencontrer un petit garçon que je n'oublierai jamais, qui m'a regardé dans les yeux pour me dire, madame, je veux les dire en lingala, comme je ne sais pas bien parler les Kikongo, il me dit, bazo bala biso sozo kende classe o eza kayama B. Par là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'avec certaines contre-campagnes pour la gratuité de l'enseignement, il y avait ceux qui passaient à la télé pour dire, par exemple, que non, la gratuité, ça ne va pas, les enfants n'étudient pas dans des bonnes conditions. C'est bien beau, critiquer, c'est pas mal. Mais le problème est que la plupart de ceux-là qui suivent, qui sont spectateurs à la télé, quand vous parlez, ne comprennent pas vraiment avec les termes que vous voulez qu'ils comprennent. Les autres, tu dis un mot, ils comprennent les contraires. Ils se disent, ah, Bango, quand il te dit ça, je lui ai posé la question, Bango, Bino, Bokenra, classe, Yamabe et Laxine. Il dit, Bango, Bakinra, classe, a bien. Il y a bien, il est en train de parler des écoles privées. Donc, pour lui, où ils étudient, Batanga bien, tout ça, c'est pourquoi sa maman me raconte la petite histoire, la télé, Bazoloba, c'est pas mal de critiquer un projet. Nous, on pense maintenant, nous, on a eu comme, à partir de ça, ça nous a donné cette motivation de commencer à sensibiliser les parents de ces enfants, de leur dire, c'était dans les villages de Kiri, où on était en train de faire ce travail, de dire à ces enfants-là que classe Yamabe, ils ont le même programme éducatif. Peut-être que non, et ils sont dans des classes où il y a peut-être des carreaux, et chez eux, il n'y a pas de carreaux, c'est pavé, mais le programme est le même. Et que dans les jours à venir, ça va s'améliorer. L'essentiel, c'est d'abord d'aller à l'école, de commencer quelque part, et puis au fur et à mesure que le temps passe, vous allez aussi être dans les mêmes conditions d'infrastructure. C'est un peu ça. Mais ça fait mal de voir que les discours que certains de nos opposants tiennent à la télé, ça frustre d'autres personnes qui sont à la maison. Donc il faut chercher à pouvoir être modèle pour ne pas distiller des discours peu recommandables, surtout à la jeunesse. Cette fois-ci, je vais vous poser la question parce que je sens que vous êtes déterminé à porter votre pierre à l'édifice Congo pour que nous ayons un pays où il fait beau vivre, un Congo meilleur. Exact. Alors, un Congo meilleur, c'est aussi ses ressources minières. On parle aussi du pétrole que nous avons. Dernièrement, nous avons suivi l'appel d'offres lancé par le ministre de Mines en rapport avec le bloc pétrolier. Vous qui êtes dans le domaine, j'ai vu que M. Mbaki est ingénieur en pétrole, gaz et énergie. Avez-vous suivi cet appel d'offres et comment avez-vous réagi par rapport à cet engagement de la République démocratique du Congo qui veut mettre en valeur ses ressources? Ok, merci beaucoup, monsieur. Je commencerai d'abord par un adage que nous utilisons dans le secteur des hydrocarbures qui dit « le pétrole est dans l'économie, c'est que le sang est dans le corps humain ». Voyons quelle est l'importance des hydrocarbures ou des ressources naturelles pour un pays. Face à cela, nous avons vu que la RDC a lancé il y a quelques jours les appels d'offres des blocs pétroliers et gaziers par les ministres des hydrocarbures que nous saluons en passant. Nous sommes là, nous avons déjà commencé, dès même avant ce lancement de ces appels d'offres, à sensibiliser. Pourquoi? Parce que le développement de notre pays aussi en dépend. Aujourd'hui, la RDC a 3 bassins sédimentaires. Sur les 3 bassins sédimentaires que la RDC contient, elle n'exploite que 4,5% de ces matières en hydrocarbures. Et face à cela, le secteur des hydrocarbures contribue dans le budget de l'État
à 11%. À 11%. Et on a lancé ces appels d'offres pour promouvoir en fait nos ressources en hydrocarbures. Le développement de notre pays en dépend. Et cela a un impact sur le développement socio-économique de notre pays. Quel est l'impact que vous trouvez dans le lancement de cet appel d'offres pétrolier et gazier? Quelle est l'approche que vous trouvez intéressante par rapport au développement, par rapport à la vision d'un Congo meilleur? Oui, merci beaucoup pour cette question. Nous savons qu'aujourd'hui, nous parlons à la télé, dans la rue, nous sommes en train de chercher les opportunités où que les investisseurs puissent venir ici dans notre pays. Et voilà, c'est une grande opportunité pour que la RDC se fasse voir à la face du monde et pourquoi pas être dans la table de grands producteurs du pétrole en Afrique. Mais aussi, lorsque ces investisseurs-là viendront, cela va bénéficier à la population locale et cela va booster aussi l'économie de notre pays. Aujourd'hui, le gouvernement a lancé le projet de 145 territoires lancé par le gouvernement. Et lorsque ces investisseurs-là viendront, ils vont exploiter ce pétrole dans certains territoires de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'ils viendront, le secteur des hydrocarbures est régi par la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant le régime général des hydrocarbures. C'est là, dans cette loi, ces investisseurs-là auront la responsabilité de veiller aussi à ce que cette population locale de ces territoires-là puisse se retrouver. Par exemple, il y aura les emplois des ouvriers qui travailleront dans ces chantiers pétroliers. Construction des routes. Oui, il y aura la construction des routes parce que ces produits qui seront exploités doivent être acheminés. Il y aura construction des voies de communication, il y aura construction des écoles pour certains coins, il y aura construction des hôpitaux. Et voilà, nous voyons à quelle envergure ces appels d'offres auront un impact positif pour l'émergence de notre pays. Alors, madame, ce n'est pas la première fois que nous puissions assister à cette affaire d'appel d'offres. Je me rappelle, la RDC avait lancé quelques années l'appel d'offres et sur la place internationale, on a vu les puissances se mettre en barrière pour l'aboutissement de ce projet. En RDC, on a évoqué l'approche du réchauffement climatique. La RDC est un pays solution pour la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut protéger l'environnement. Est-ce que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas? On ne va pas nous opposer cette approche pour ne pas voir les investisseurs venir réellement répondre à l'appel d'offres de la République du Congo. Et déjà, nous, en tant que dynamique pour un Congo meilleur, nous encourageons cette initiative du gouvernement. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas baisser les bras. En hydrocarbures, toujours, on parle de la théorie des ressources naturelles. Partout où il y a des ressources naturelles, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des crocs-en-jambe pour que nous ne puissions pas évoluer. Mais face à cela, dans tout le bloc pétrolier et gazier qui ont été répertoriés par rapport à ces lancements des appels d'offres, aucun de ces blocs n'est dans un espace qui est protégé. Et aujourd'hui, nous avons des technologies qui permettent d'exploiter nos ressources sans qu'il y ait des impacts néfastes sur l'environnement. Vous l'affirmez, mais est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les sites qui sont mis en valeur par rapport à cet appel d'offres? Si vous pouvez répéter la question. Quels sont les sites, c'est-à-dire les coins? À l'époque, on a parlé du parc de Virunga. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que les coins qui sont concernés ne sont pas des coins où la communauté internationale va s'opposer pour dire qu'il ne faut pas exploiter le pétrole parce que vous risquez de détruire l'écosystème?
Et comme je venais de le dire tantôt, dans ces blocs pétroliers et gaziers qui ont été répertoriés pour le lancement de ces appels d'offres, aucun de ces blocs n'est dans un aire qui est protégé. Vous avez parlé du parc de Virunga, par exemple. Ce parc-là, il y a des blocs qui se trouvent dans le parc Virunga, certainement, mais ces blocs n'ont pas été répertoriés dans ce lancement d'appels d'offres. Tout ça pour le souci de préserver la biodiversité. Parce que vous venez de le dire, la RDC est un pays solution, deuxième poumon mondial. Vraiment, notre pays a ses soucis aussi de protéger cet écosystème, aussi de rester aussi toujours ce deuxième poumon qui fait en sorte de lutter contre le réchauffement climatique. Et l'appel d'offres va de quelle période à quelle période? Bon, cela dépend de ces entreprises qui vont souscrire. Et déjà, ces appels ont été lancés du 28 au 29 juillet. Et il y a déjà des sociétés qui souscrivent. Cela maintenant dépend du ministère des hydrocarbures qui verra par rapport à ces sociétés qui vont souscrire. Mais certainement, c'est pour un bon moment afin de faire une bonne sélection dans toutes ces entreprises qui vont souscrire dans ces appels d'offres. On a toujours assisté à des appels d'offres où après on constate que les meilleurs n'ont pas été choisis parce qu'il y a des pots de vin qui ont circulé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes dans la dynamique pour un Congo meilleur, pensez-vous que aujourd'hui le ministère des hydrocarbures a pris les dispositions réellement pour que les meilleurs investisseurs puissent venir au Congo? Oui, je dirais oui. Moi, je crois à la volonté du gouvernement. Je crois au président de la République et au ministre des hydrocarbures. Déjà, c'était un grand combat avant de lancer ces appels d'offres. Et déjà, je crois que toutes les dispositions ont été prises afin que ces choses vraiment ne se répètent pas. Alors, nous allons vous parler du Congo meilleur, mais dans 2015-2016, je m'abuse, il y a eu le vote de la loi sur le code minier. Le code minier qui a été révisité par l'Assemblée nationale demande à ce que tout investisseur dans le domaine minier puisse investir dans le milieu local pour contribuer au développement des autochtones. Des autochtones qui doivent bénéficier des écoles, des infrastructures, bénéficier du développement de l'environnement, qu'il y ait un changement, des meilleures maisons pour les autochtones. Et nous avons vu, à l'époque, nous avons visité l'entreprise Kibali Gold Mining, qui s'était inscrit dans cet objectif, construisant des écoles, construisant des maisons. Est-ce que ça sera le cas aujourd'hui? Est-ce que vous, en tant que mouvement veillant sur le Congo meilleur, vous allez lever les tons pour dénoncer si ça ne va pas? Oui, déjà, parce que nous, en tant que dynamique pour un Congo meilleur, déjà nous avons commencé à sensibiliser, nous avons commencé une grande sensibilisation par rapport déjà à ces appels d'offres. Déjà comme mouvement citoyen, nous, avec notre petite pierre, nous allons veiller en sorte que cela se réalise parce que nous avons une loi, comme vous venez de le dire, la loi sur les hydrocarbures, la loi numéro 15/012, qui est régie par tout ça. Ces investisseurs vont respecter ces engagements parce que lors de la dernière conférence de presse tenue par le ministre des hydrocarbures juste avant le lancement de ces appels d'offres, il a insisté sur cela et j'espère que cela va se réaliser. C'est le Congo qui gagne si cette loi, l'application de ces textes de loi est vraiment respectée mordicus. Alors, nous allons accorder cette fois-ci la parole à Madame Patricia Kalala, vice-coordonnatrice nationale de la dynamique pour un Congo meilleur. Nous venons d'écouter, entendre Jordi Mbaki, qui nous a démontré l'importance de l'investissement dans ces domaines pétroliers et gazés. Vous avez parlé de l'éducation, donc pour vous, vous pensez qu'il est important que l'État congolais puisse accentuer
oui, il y a des investisseurs, mais puissent accentuer la donne de l'enseignement, que ces investisseurs puissent respecter la construction des écoles, qu'on ait une bonne formation pour nos enfants. Oui, exactement. Excusez-moi pour la voix. Nous insistons sur ça. Pourquoi? Parce que la jeunesse aujourd'hui, les jeunes se sont lancés dans une délinquance où nous tous nous savons les phénomènes Koulouna existent. Pourquoi? Beaucoup n'ont pas pu avoir l'opportunité d'aller à l'école. Nous, on insiste sur ça. Notre campagne de sensibilisation sur ça, c'était dans le but de conscientiser d'abord nos autorités, de les conscientiser. Vous savez, quand on a l'amour de la patrie, il y a certaines choses qu'on doit d'abord mettre de côté. C'est un fait. Il y a ceux qui sont au pouvoir, il y a ceux qui sont opposants. Ça existe comme ça. Depuis le temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on doit aussi tenir compte de la population, de ces petits peuples-là. Tout le monde n'a pas les mêmes opportunités que les autres. La gratuité n'a commencé qu'en 2019. Donc, on sous-entend que quand un projet débute, ce n'est pas nécessairement que tout va aller sur de roulettes, tout va bien se passer. Ah donc, dans votre combat, vous militez aussi sur la réussite de la gratuité de l'enseignement. Voilà, c'est un fait. La réussite est que ça a déjà commencé. Et qu'il y a des enfants qui n'allaient pas à l'école avant, mais aujourd'hui qui y vont. Mais notre souci est quoi dans notre dynamique? Et que nos opposants ou ceux qui critiquent ce projet, ouais, le programme, doivent aussi tenir compte des gens qui les suivent à la télé. C'est bien, mais il y a certains propos qu'on tient à la télé. Vous savez, je veux vous raconter une petite histoire. Quand je suis allée au Grand Kassai, j'ai rencontré aussi, parce que on est toujours dans ça, vous parlez avec les enfants pour ça, essayer de comprendre ce qui se passe avec eux. Avant la gratuité, il s'appelait Chilombo, je me rappelle de son prénom. Il me regarde, il n'allait pas à l'école, il vendait des cacahuètes au fait. On s'est rencontrés parce qu'on était en train de distribuer des cartables et des cahiers aux enfants qui devaient aller à l'école. Maintenant, lui, il n'était pas parmi le lot de ces enfants-là. Il m'approche, il me regarde, il me parle en Chiluba. Maman, tu n'as pas Kubalato. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. J'ai des enfants. Quand je vois un petit garçon pareil me dire un truc pareil, ça me fend les cœurs. Je me pose la question. Donc, il a le souci. Il se regarde, il se dit, pourquoi moi je ne peux pas aussi apprendre à lire et à écrire? Maintenant, aujourd'hui, ce même petit garçon va à l'école. Même si ce n'est pas encore toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'il se sente, bon, les écoles privées, c'est un fait. C'est un privé qui a son argent, qui a construit son école. Mais l'État aussi, quand il met un projet pareil en place, soutenons d'abord. Commençons d'abord par soutenir. Vous pouvez critiquer les petits couacs. Non, ici, ça ne va pas, il faut améliorer. Mais faisons attention aux propos que nous tenons à la télé. Oui. Alors, ça fait mal, ça bientôt, blesse. Ça sera la rentrée scolaire. Voilà. Est-ce que vous avez des actions à poser en faveur de ces enfants? Oui, on va faire, on a ciblé le quartier Sangamamba. Sangamamba, vers Delvaux. On va y aller ce mois-ci pour essayer, parce que là-bas aussi, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école, parce que là-bas, il y a beaucoup de filles mères aussi. On a aussi une campagne de sensibilisation pour les filles mères qui doivent se prendre en charge, et ces enfants-là. Donc, je pense qu'on reviendra encore sur votre plateau pour parler de cette activité-là. Alors, les filles mères seront encadrées. Voilà, qu'est-ce que vous comptez faire pour eux? Pour eux, on va avec nos propres moyens. On va aussi demander, jusqu'à présent, on travaille avec nos propres fonds. S'il y a des partenaires ou bien le gouvernement, mettez la main. Ceux qui sont intéressés. Voilà, été intéressés, ça nous fera beaucoup bien, parce que c'est pour... seul, on ne va pas y arriver, mais ensemble, on va bâtir un Congo meilleur. Donc, on pense qu'avec eux, on essaie d'ouvrir un microfinance à nos niveaux. Les jeunes filles là-bas, la plupart nous disent elles sont, c'est ce que les gens ignorent, elles se retrouvent avec des enfants. Comment? Elle dit que là-bas, c'est ce qui est d'actualité. Une jeune fille normale ne peut pas avoir 18 ans sans avoir des enfants. Une mentalité pareille, ce n'est pas normal. Ils se retrouvent avec ces jeunes gens Koulouna
qui les obligent à sortir avec elles et puis elles se retrouvent enceintes. Ou bien elles te disent carrément, ceux qui n'ont pas mobilité, ça n'a pas de sens. Donc, cette mentalité-là, vous allez essayer de changer cette mentalité-là. D'être en contact avec eux pour communiquer autre chose. Communiquer avec eux, essayer d'être indépendante. Il y a beaucoup de petits commerces qu'elles peuvent faire pour essayer de se prendre en charge au lieu de se mettre en tête que je dois être avec un homme pour qu'il puisse subvenir à mes besoins. C'est important, merci beaucoup, Dynamique. Pour un Congo meilleur, Jordi Mbaki, on va terminer. Pour améliorer l'éducation, il faudra que les entreprises qui vont souscrire à cet appel d'offres puissent, n'est-ce pas, apporter leur contribution aux caisses de l'État pour améliorer pour le développement de l'éducation congolaise. Parce que lorsqu'on veut détruire un pays, on s'attaque à son éducation. Vraiment. Qu'est-ce que vous pensez que ces entreprises devront beaucoup plus investir dans l'éducation, mais aussi contribuer au budget de l'État pour renforcer l'État congolais? Vraiment, voilà. On parle de la responsabilité sociétale de l'entreprise et chaque entreprise a ses responsabilités sociales. Et si je peux parler par rapport au budget de l'État, le gouvernement est en train d'attendre, après ces appels d'offres, si ces ressources, comme je l'avais dit avant, que nos ressources pétrolières sont exploitées à 4,5%. Et si ces ressources sont exploitées à 35%, la RDC aurait au moins dans le caisse de l'État plus de 600 milliards de dollars. Voilà un peu ce que la RDC aura si ces blocs pétroliers sont exploités à plus de 35%. Si aujourd'hui, il ne faut pas que les gens pensent que ça va tomber du coup, parce qu'investir dans le domaine pétrolier, ça demande beaucoup de temps avant l'exploitation. Il faut les études de faisabilité et consorts. Oui, voilà. C'est pourquoi tout cela ne va pas se faire à un coup de baguette magique. Faisons confiance au gouvernement, faisons confiance au chef de l'État par rapport à tout ce qui se passe. Déjà, c'est un bon début. Comme la Bible le dit, ne minimisons pas les jours de faible commencement. Et nous croyons que là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas là où nous étions hier. C'est déjà, ce sont des avancées qui sont très significatifs et nous croyons que cela va se réaliser pour un Congo beaucoup plus meilleur. Un Congo beaucoup plus meilleur, c'est possible avec l'implication de ses enfants. Et aujourd'hui, nous avons reçu la dynamique pour un Congo meilleur qui nous a apporté ces approches en rapport avec l'exploitation pétrolière, mais aussi les appels d'offres lancés dans ce domaine qui doivent réellement répondre à la problématique du développement des autochtones. Oui, un mot pour la fin. Oui, un mot de la fin. Nous lançons un appel à toutes les personnes de bonne volonté. Nous sommes ouverts à tout le monde. Déjà dans les prochaines... Comment vous contacter? Dans les prochaines, s'il vous plaît, dans les prochaines semaines, nous allons commencer de grandes campagnes de sensibilisation, parce que certaines organisations internationales inculquent déjà dans les chefs des populations locales que cela ne va pas bien se passer, que cela va détruire l'écosystème. Comme nous avons commencé, nous comptons aussi poursuivre cette sensibilisation. Nous avons commencé avec nos moyens de bord et nous sommes ouverts à tout le monde. Et nous comptons aussi contacter tout le parti politique de l'Union sacrée à nous accompagner, parce que c'est là aussi dans la vision du chef de l'État. Et nous comptons aussi le contacter par rapport à tout ça, qui nous accompagne afin que ils doivent savoir comment vous contacter, comment faire. Oui, et par rapport à notre contact, oui. Nous avons un numéro de téléphone. Si je peux le donner, c'est le 084 034 72 09. Notre contact, c'est 084 034 72 09. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter par ce numéro de téléphone. Et vous êtes sur les réseaux sociaux aussi? Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook, nous avons aussi une page Twitter qui est intitulée Dynamique pour un Congo meilleur, DPCM en sigle. DPCM en sigle. Patricia Kalala, merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50, coordonnatrice
coordonnatrice adjointe, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, coordonnatrice adjointe chargée de quoi? Vous êtes en charge de quoi, coordonnatrice adjointe chargée de quelles questions? Des questions de promotion pour le genre. Ah, promotion pour les gens. Ah, ok, promotion pour les gens. Merci beaucoup. Merci aussi à M. Jordi Mbaki, qui est ingénieur en pétrole, mais vous occupez quelle responsabilité au sein de la dynamique? Je suis chargé de la planification, projet et stratégie au sein de la dynamique. J'allais dire moi, j'allais vous ajouter chargé de pétrole. Pourquoi pas? Pourquoi? Vraiment. Merci d'avoir accepté l'invitation des Merci à Télé vous. 50. Et nous allons vous retrouver prochainement avec d'autres informations en rapport avec votre campagne de sensibilisation, surtout pour les filles mères à Sangamamba. Et pourquoi pas aussi à Ngaba, à Makala, à Kisenso. Et à Malembankulu, eh bien, les partenaires, ce sont des jeunes Congolais qui se sont lancés dans cette action de pouvoir rendre le Congo vivable avec une petite touche en rapport avec la campagne qu'ils lancent pour aider les autres à leur faire comprendre les bien fondés, les bien vivre. Parce que la dynamique s'intitule « Dynamique pour un Congo meilleur ». Un Congo meilleur, c'est possible. Un Congo meilleur, c'est aussi vous, c'est aussi moi. Rendons notre milieu vivable et restons positifs, croyants dans le futur. Merci beaucoup. On va vous retrouver prochainement. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause, on se retrouve pour la suite.